En introduction de ce parcours de formation, essayons de donner du sens à cette réforme et de comprendre le pourquoi des choix qui ont été faits par le gouvernement, puisque ce qui caractérise cette réforme profondément transformatrice, c'est que sans doute plus que dans d'autres, le gouvernement a fait des choix parfois assez radicaux, dont il nous dit qu'il les assume, mais nous allons essayer de comprendre sur quelle base ces choix ont été faits. Alors je crois qu'il est important de se rappeler que ce sont principalement des économistes, c'était en tout cas le point de départ, qui ont posé le diagnostic qui a permis de conduire à cette réforme de la formation professionnelle. Et évidemment, le diagnostic portait moins sur le système de formation tel qu'il fonctionnait jusque-là que sur ses résultats, son environnement et surtout sa valeur d'usage. Le point de départ a été un premier constat. Le niveau de qualification est inversement proportionnel au taux de chômage. C'est-à-dire qu'en France, moins on est qualifié, plus le taux de chômage est élevé, et pour les personnes qui ont un niveau de qualification très élevé, on a un taux de chômage qui est résiduel, voire très faible. Et donc les pouvoirs publics ont considéré que le chômage des niveaux de qualification élevés n'était pas un problème, en tout cas pas une priorité. Ce qui peut vous expliquer pourquoi, dans un dispositif comme la professionnalisation en alternance, on limite l'accès à ce dispositif aux salariés au maximum de niveau Bac+2. Ce qui peut également vous expliquer pourquoi, en matière d'apprentissage, les aides aux entreprises ne sont destinées qu'aux salariés qui ont des niveaux 5 ou 4 maximum de qualification. Ce qui peut également expliquer pourquoi on a supprimé le congé individuel de formation au profit d'un CPF de transition qui est destiné à accompagner des transitions professionnelles et pas forcément destiné à permettre des parcours promotionnels. Bref, une réorientation des financements vers les niveaux de qualification les moins élevés sur la base d'un constat autour du taux de chômage. Un deuxième constat a guidé l'action du gouvernement, celui que la mobilité professionnelle était plus importante quand on avait un niveau de qualification peu élevé et s'accompagnait d'une moindre mobilité géographique. A l'inverse, avec un niveau de qualification élevé, la mobilité professionnelle se restreint, ce qui est assez facile à comprendre. On a une expertise, eh bien on travaille plutôt dans ce domaine d'expertise. Par contre, la mobilité géographique est plus importante. Compte tenu du premier constat, l'articulation avec le second est qu'il fallait gérer les questions d'emploi et de transition et de mobilité professionnelle au niveau essentiellement territorial. Et ceci nous explique plusieurs éléments fondamentaux de la réforme. Tout d'abord, la transformation des OPCA en OPCO. Il ne s'agit pas, comme dans les réformes précédentes, simplement d'avoir moins d'opérateurs pour qu'ils aient une taille d'action et des moyens plus importants. On n'est pas du tout dans cette logique quantitative. Il s'agissait avant tout que des gens et des secteurs professionnels qui ont des proximités, qui ont des compétences proches, qui ont donc des passerelles possibles au niveau territorial, travaillent à l'intérieur d'une même structure pour organiser, pour faciliter ces passerelles. D'où une logique qui n'était pas de dire aux branches, comme jusque-là, choisissez le meilleur opérateur ou le plus performant ou le plus efficace, d'où le fait qu'on n'est pas parti du tout de la performance des OPCA pour savoir ceux qui devaient évoluer et ceux qui pouvaient subsister en l'état ou bien grandir. On est parti d'une logique de branche professionnelle en disant toutes les branches qui ont des passerelles potentielles entre elles doivent se retrouver dans le même organisme et travailler ensemble. Alors ce n'était pas simple, il a fallu réorganiser plus de 300 branches, mais on est arrivé au résultat que l'on peut voir aujourd'hui. Sans doute aura-t-on des ajustements dans les années à venir, mais la logique était une logique territoriale et de proximité. Toujours dans une logique territoriale, on a donné aux conseils régionaux la maîtrise de l'orientation professionnelle parce que l'orientation professionnelle, ça se joue souvent au niveau des bassins d'emploi et il est un peu vain de faire des parcours sur le papier qui pourraient avoir du sens mais qui ne trouvent pas de réalité dans les capacités réelles de mobilité des individus. Et enfin, le programme investissement compétences, qui est un prélèvement de plus d'1,5 milliard tout de même sur les contributions des entreprises pour financer la formation des demandeurs d'emploi, eh bien, ce programme investissement compétences a également été très largement confié aux conseils régionaux pour que les formations soient mises en place au plus près du terrain. Donc ce double diagnostic
sur la corrélation entre taux de chômage et taux de qualification, et également sur le fait que la mobilité géographique sur les gens qui sont le plus concernés par un chômage important, eh bien, était très faible, conduit à avoir une action très territorialisée et une priorité sur les premiers niveaux de qualification. Vous retrouverez systématiquement ces deux priorités ou ces deux éléments de diagnostic dans tous les arbitrages qui ont été rendus sur quasiment tous les dispositifs.